Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu. Avons-nous un problème majeur avec la drogue en région bruxelloise? La consommation est-elle réellement en train d'exploser, comme on l'a dit beaucoup ces dernières semaines? Peut-on avoir des chiffres précis et fiables sur cette question? La question de la toxicomanie, elle est aussi souvent mise en ligne avec la question de la sécurité. La drogue, c'est un commerce dont les règles échappent au contrôle des autorités, alors quels sont les produits qui sont apparus sur ce marché de la drogue en région bruxelloise? Pourquoi avons-nous l'impression d'un trafic aujourd'hui plus visible et peut-être plus violent qu'autrefois? Est-ce seulement une impression? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre, nous accueillons Antoine Boucher. Vous êtes chargé de communication de l'ASBL Infordrogue. Je rappelle qu'Infordrogue, c'est une association à laquelle on peut poser des questions, qu'on soit consommateur ou proche d'un consommateur, par exemple, par téléphone et aussi en ligne. Tout à fait. Michael Hoge, vous êtes chargé de projet à Eurotox. Eurotox est un observatoire socio-épidémiologique. Vous êtes docteur en psychologie. Eurotox, c'est un des membres de l'Observatoire européen de drogue et toxicomanie. C'est-à-dire que vous faites remonter des chiffres vers le niveau européen, entre autres. C'est ça, effectivement. Merci à tous les deux de débattre de cette question-là. La première question, Monsieur Boucher, Monsieur Hoge, est-ce qu'on peut avoir une idée du trafic de drogue? Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce qu'il existe des chiffres plus ou moins fiables? Et qu'est-ce qui permet au monde politique, parce qu'on l'a beaucoup entendu ces dernières semaines avec tous les débats, notamment autour de la gare du Midi, qu'est-ce qui permet au monde politique de dire oui, c'est en très nette augmentation? On a même parlé d'explosion de la drogue. Antoine Boucher, peut-être pour commencer. Différents éléments, évidemment. D'abord la visibilité de la consommation, la visibilité du trafic, donc tout ce qui est saisie, qui effectivement est en augmentation. Et on le souligne à chaque fois qu'il y a une saisie, ce n'est qu'une petite partie, évidemment, des quantités qui sont saisies. Ça veut dire qu'une énorme partie alimente, évidemment, la consommation de drogue. On dit, par exemple, pour le port d'Anvers, qu'on saisit à peu près 10% de ce qui devrait y passer. Ça veut dire que si les saisies sont en augmentation, on peut imaginer que les importations sont aussi en augmentation. C'est ça le raisonnement? Probablement, effectivement. Ouais. Michael Hoge, est-ce qu'on peut être plus précis? Est-ce que vous pouvez communiquer des chiffres fiables quand vous communiquez avec vos partenaires européens? Alors on a effectivement les chiffres qui nous viennent du système répressif, qui capture toute une série de produits qui sont saisis et des infractions qui sont objectivées. Donc ça, c'est le travail de la police. Ça, c'est le travail de la police, effectivement. C'est un élément important par rapport à l'offre de drogue, essentiellement. Et à côté de ça, on a des chiffres qui proviennent plutôt de la consommation qui est mesurée via des informations auto-rapportées par les consommateurs eux-mêmes à travers différentes enquêtes qui sont réalisées dans des populations. Ouais. Donc ça, c'est les enquêtes de santé publique, notamment, les enquêtes de santé. Est-ce qu'on peut confirmer qu'il y a une augmentation de la consommation de la drogue en région bruxelloise ou pas? Effectivement, on a des chiffres qui nous proviennent de l'enquête de santé par interview 2018 qui montrent qu'au cours des 20 dernières années, la consommation de drogue illégale, donc on inclut le cannabis, mais aussi les autres drogues, notamment la cocaïne, principalement, est en augmentation en région bruxelloise. J'ai lu que dans cette enquête de santé publique, si on enlève le cannabis, on parle quand même de 11% des Bruxellois, c'est-à-dire plus d'un Bruxellois sur 10 qui a été en contact avec une autre drogue que le cannabis. C'est un chiffre qui vous semble réaliste? C'est un chiffre qui sous-estime clairement la problématique ou l'étendue de la consommation, dans la mesure où dans cette enquête, il y a toute une série de personnes qui ne sont pas éligibles pour y participer, notamment les personnes qui sont sans domicile fixe ou qui sont institutionnalisées. Ouais. Ça veut dire que c'est un chiffre qui est sans doute plus élevé que ce que le grand public imagine. Effectivement. Ouais. Antoine Boucher, vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Au moins un Bruxellois sur 10 en contact avec une drogue a priori plus dure que le cannabis, si on peut employer ce terme-là? Tout à fait, tout à fait. Au plus les personnes sont marginalisées, au plus malheureusement on constate qu'elles ont tendance à consommer des produits plus forts, notamment que le cannabis. Oui. Oui. Alors je vous propose d'écouter un premier témoignage dans cette émission. C'est le témoignage d'Eric Van de Zandt. C'est l'un des membres d'un comité de quartier, c'est le quartier Isère-Sainte-Tolette. C'est lui aussi qui a essayé de fédérer l'ensemble des comités de quartier de la région bruxelloise dans le débat sur la sécurité, et il explique ce que lui ressent en tant qu'habitant de ce quartier Isère-Sainte-Tolette. On voit une nette différence entre la situation
pré-Covid et après-Covid. Et notamment dans mon quartier, Isère-Saint-Telette, le problème s'est vraiment agrandi début 2023. Avant début 2023, on ne voyait pas le dealing en pleine rue de drogue, on ne voyait pas les consommateurs sans gêne utiliser leur drogue sur nos trottoirs, dans les métros. Ça, on le voit depuis 2023. Je ne suis pas spécialiste dans la matière. Il y a des gens qui disent que ces centres de consommation vont aider. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas vraiment adaptés, par exemple, à l'emploi du crack, que c'est une solution qui est pré-crack. Ouais. Plutôt pour l'héroïne, par exemple. Par exemple, où on utilise des seringues et des aiguilles. Avec le crack, ce n'est plus nécessaire. Donc, je ne sais pas si ces centres de consommation sont aussi aptes à gérer les problèmes qu'on va avoir après le crack. Il y a d'autres drogues qui vont nous arriver. Donc, est-ce que ces centres de consommation vont pouvoir y remédier? Je ne sais pas. Alors, on va essayer de répondre aux questions d'Éric Van de Zandt. Michael Hogg, d'abord sur cette notion avant 2023, après 2023. On a beaucoup dit, il y a avant le Covid et après le Covid, et ça a changé de consommation, et aussi, peut-être que la drogue est devenue plus visible après le Covid. Vous confirmez ça ou pas ? Effectivement, je pense qu'il faut comprendre ces augmentations de consommation à travers des facteurs culturels et conjoncturels. Et la crise sanitaire et puis la crise migratoire et de l'accueil, la crise énergétique qui a entraîné une précarisation d'une partie importante de la population sont évidemment responsables de l'augmentation, puisque les populations les plus précarisées sont plus à risque de consommation ou de consommation problématique, et parce que ces populations sont plus à risque sur le plan de la santé mentale. Et on sait qu'une dégradation de la santé mentale, ce qui a été notamment occasionné par la crise Covid, entraîne une augmentation de la consommation. Ouais. Y a un lien direct qu'on peut faire entre précarité et consommation de drogue. Et j'aimerais qu'on s'arrête aussi sur l'idée de consommation problématique. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept-là ? Alors, la consommation problématique, elle renvoie du point de vue des services actifs sur ces matières et qui sont plutôt dans une logique sanitaire. C'est une consommation qui va avoir des conséquences sur la santé de la personne, à savoir des conséquences directes, santé plus fragile, notamment addiction, et conséquences indirectes, à savoir mise à l'écart, exclusion sociale, Est-ce qu'on pourrait stigmatisation. Considérer qu'il y a des consommations non problématiques de drogue, un peu comme avec l'alcool? On peut boire un verre de temps en temps, et puis être alcoolique, c'est pas la même chose. C'est la même chose pour les stupéfiants? Effectivement, tous les consommateurs de drogue illégales ne sont pas des consommateurs problématiques. Et la plupart, d'ailleurs, qui en consomment, ont des consommations qui sont relativement occasionnelles ou qui s'inscrivent dans des contextes récréatifs et qui peuvent être motivés par toute une série de raisons tout à fait légitimes, à savoir se sentir bien, se sentir dans un contexte où on partage, où on est plus sociable, et puis toute une série de personnes en consomment parce que ça leur apporte une forme de soulagement aussi par rapport à toute une série de difficultés qu'elles ressentent au quotidien. Antoine Boucher, vous qui êtes à Infordrogue en contact direct avec les consommateurs, vous confirmez, on peut avoir une consommation qui ne serait pas problématique, ou ce qu'on a quand même beaucoup entendu quand moi j'étais jeune, par exemple, c'est non, si on met le doigt dans la drogue, il y a un moment ou l'autre, on finit par être dans une forte dépendance et ça se termine toujours mal. Non, ça c'est effectivement une idée qu'on entend souvent. C'est une idée qui est à la base de beaucoup aussi de la prohibition des drogues. Attention, c'est pour ça qu'elles sont dangereuses, mais c'est une idée qui ne se vérifie pas en fait. Alors évidemment, ça peut exister pour certaines personnes, tout comme on peut commencer à la Jupiler et finir au whisky. Voilà. Et alors il y a cette idée qu'on a souvent appelée escalade, mais en fait entre les drogues, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'un jour vous avez consommé du cannabis que vous avez forcément passé à des produits plus durs. Ouais. Ça peut arriver parce qu'il vous arrive un accident de la vie et que vous avez besoin de quelque chose de plus fort, mais ça ne se vérifie statistiquement pas du tout. Donc je ne passe pas forcément d'une drogue à l'autre. Par contre, si je commence la cocaïne ou si je commence le crack, est-ce que là j'ai de plus fortes chances ou malchance de devenir très dépendant que si je consomme par exemple du cannabis? Mais de nouveau, comme M. Hogg l'a expliqué, ça va dépendre beaucoup des conditions et des besoins que j'ai qui vont être remplis par cette consommation, même de crack ou de cocaïne. Si c'est exceptionnel parce que je dois participer à une émission radio où je suis particulièrement, mon besoin d'être concentré est particulièrement fort, je vais en consommer une fois de cette occasion-là, mais je ne deviendrai probablement pas, parce que de nouveau, il faut se méfier avec nous les humains, c'est souvent très difficile de faire des généralités. Mais
Par contre, si je consomme de la cocaïne parce que mon boulot l'exige tous les jours, il y a plus de chances qu'effectivement ça devienne très compliqué d'arrêter. On a beaucoup dit que ce qui avait un petit peu modifié le marché de la drogue en région bruxelloise, et notamment le phénomène de consommation en rue, dont Rick Van de Zandt parlait à l'instant, c'était l'arrivée du crack. Vous confirmez que le crack est un produit différent de ceux qu'on avait jusqu'à présent ? Mais nous, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu beaucoup de gens qui sont arrivés en rue pour des raisons qui ont été rappelées. Et alors souvent, ils prenaient plutôt des produits sédatifs comme l'héroïne, parce que c'est plutôt pour se calmer. Et c'est plutôt les trafiquants, j'ai l'impression, qui ont proposé ce produit crack, etc. Et donc, nous, on a plutôt l'impression que c'est d'abord une crise du logement, de l'accueil, de la précarisation. Et ensuite, les trafiquants, ils ont un peu boulevard pour proposer ce qu'ils ont en stock. Et le crack rend assez fort dépendant, c'est-à-dire que ça a des effets courts et très forts. Et donc, quand j'en ai besoin et que je suis en rue, j'ai tendance à en redemander. Et donc, c'est plutôt un produit très intéressant pour le trafiquant plutôt que pour l'habitant du trottoir, si je puis dire comme ça. Ouais. On confirme, Michael Hogg, il y a un lien entre la précarité, le fait de vivre en rue. On sait que c'est une vie qui est difficile, où on est exposé à la faim, au froid, à la violence, au regard des autres, et qu'on a besoin de se couper du monde. Ça, c'est un des arguments ou un des mécanismes psychiques qui va nous amener à tomber dans la toxicomanie ? Effectivement. Maintenant, on sait que la toxicomanie peut mener à la précarisation et au fait qu'une personne finisse ou en tout cas transite un moment par la rue. Mais assurément, les consommations qui s'inscrivent dans des contextes de précarisation sont souvent s'inscrivent dans des fonctions qui visent à rendre la vie plus supportable dans ces milieux qui sont très, très, très difficiles, mentalement, physiquement, avec beaucoup de dangers aussi. Et donc, certainement que la consommation aussi importante de psychostimulants, et en particulier du crack, s'inscrit aussi dans des stratégies de survie qui veulent notamment que quand on est sous l'effet du crack, on est certainement moins vulnérable que si on était sous l'effet d'un opiacé, qui a plutôt tendance à endormir et donc à rendre la personne vulnérable. Est-ce qu'on a raison de faire un lien entre consommation de drogue et acte de délinquance ? Ou est-ce que c'est un schéma ou un présupposé qui appartient aux légendes urbaines ? Alors, il y a des liens, effectivement, statistiques, et ça s'explique très logiquement par le fait que les personnes qui ont des dépendances et qui ont des revenus limités sont forcément obligées de mettre en place une série de stratégies de survie. Alors il y a la mendicité qui est la plus fréquente, il y a aussi le deal, la prostitution et parfois aussi le vol. Mais tous les usagers de drogue ne sont bien entendu pas des délinquants. Ouais. Sur l'essor du crack, moi j'ai quand même lu, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette statistique, que dans les demandes de traitement auprès des hôpitaux, en 2015, on était à un peu moins de 20% des demandes qui étaient liées à la consommation de crack. On est aujourd'hui passé à plus de 26%. Ça veut dire quand même que le crack a pris plus de parts de marché, si on peut s'exprimer comme ça en région bruxelloise, Antoine Boucher ? Oui, c'est clair, c'est un produit, c'est difficile de l'arrêter, donc c'est normal qu'on s'adresse à un centre spécialisé quand on est confronté à ce type de... Et c'est clair, c'est un peu comme les produits de la loterie nationale. Avant, c'était une fois par semaine, maintenant c'est tous les jours et puis toutes les heures, parce que l'effet recherché est très très court et donc il y a cette pulsion à recommencer qui est, si on est dépendant de ce genre de produit, il y a moyen de s'en sortir. On disait tout à l'heure, on sait que par exemple pour l'héroïne, il y a des produits de substitution, il y a la méthadone. Pour le crack, il y a un processus qui permet de rompre le cercle de la dépendance ou pas ? Le processus, avant qu'il y ait la méthadone pour l'héroïne, c'est de changer vraiment de contexte de vie. C'est-à-dire que ce besoin dont on a parlé tout à l'heure, lié à tout cet inconfort de vie, si vous donnez évidemment tout à fait un autre contexte à tous ces gens, si vous leur donnez une insertion finalement dans la société, oui, le crack n'aura absolument plus besoin d'exister. Et donc cette consommation, à part quelques exceptions, va s'arrêter. Ça, c'est très important. Je dis les choses autrement et vous me dites si j'ai mal compris. Ça veut dire que si je reste dans la rue et que je suis soumis à la faim, au froid, aux agressions, je risque de ne pas pouvoir décrocher. Mais on a fait ça avec des SDF et l'alcool, et on le fait encore maintenant. On les seuvre d'alcool et puis on les remet dans la rue.
qu'est-ce qui se passe? Ils recommencent à consommer. Et donc, c'est probablement la même chose avec le crack, oui. Il faut changer le contexte. Ce qu'on appelle la xylazine, qu'on appelle parfois dans les médias la drogue du zombie, elle est présente ou elle n'est pas présente à Bruxelles? Elle n'est pas présente à Bruxelles. Le contexte est très différent dans la situation nord-américaine, où là, le marché de l'héroïne est certainement plus saturé par rapport à la demande qui est très importante, puisqu'il y a une crise des opioïdes qui s'est construite le long des décennies. Et donc les trafiquants utilisent des produits de coupe pour essayer de booster un petit peu une héroïne qui n'est plus très satisfaisante du point de vue des usagers, alors que ici, en Belgique et en Europe occidentale de manière générale, on a quand même des produits qui sont relativement accessibles et même abondants, si je puis dire. Donc a priori, cette drogue-là n'existe pas en région bruxelloise? Non. Ouais. Alors, je vous propose d'écouter un deuxième témoignage. C'est celui de Jean Spinette, le bourgmestre de Saint-Gilles. Et c'était la semaine dernière dans notre émission matinale Bonjour Bruxelles. Aux abords des gares, aux abords des stations de métro, on a vraiment une problématique qui s'étend depuis le Covid. On voit que les consommations deviennent de plus en plus importantes avec des multiplications de produits, avec l'arrivée du crack, avec des problématiques particulièrement préoccupantes. Ouais, c'est quoi la réponse? La réponse, elle est de multiple. Il y a la sécurisation de l'espace public dans un premier temps pour que les familles, les femmes, les enfants puissent vivre l'espace public. Et puis, il y a un suivi. Le problème, c'est que nos places en matière d'accompagnement en toxicomanie, on a développé avec le bourgmestre de Bruxelles une salle de consommation à moindre risque. Il en faudrait au moins une deuxième pour sortir la consommation de la rue et l'accompagner dignement et socialement. Ouais. Et là, par contre, il faut que ça vienne tout de suite et pas dans 5 ans. Ouais, donc il y a urgence pour ces salles de consommation. Pour les salles de consommation, comme pour le suivi et comme pour les questions de santé mentale, parce qu'on est souvent dans des problématiques complexes santé mentale, assuétude et problèmes d'irrégularité sur le territoire. Et donc ces gens, on dit on pourrait faire zéro sans-abrisme. Bah, si on est sur le petit noyau dur de sans-abri, oui. Si on tient compte de toutes ces personnes qui ne peuvent ni se former, ni travailler, ni se loger, elles sont laissées là à la rue et c'est ça le problème. Antoine Boucher, les salles de consommation à moindre risque, donc ce sont des salles où on peut consommer à l'abri des regards et en présence de professionnels de la santé ou de psychologues. C'est une des réponses qui peut permettre de contingenter le phénomène de la drogue en région bruxelloise? Le contingenter, je ne pense pas, mais en tout cas, ça peut régler pas mal de soucis de santé. Ça peut aider des consommateurs à la fois d'un point de vue sanitaire, évidemment, mais aussi social, par une réinscription progressive dans un circuit dont ils sont très, très éloignés aujourd'hui. Donc, c'est certainement important. Ça permet d'être mis en contact avec, par exemple, des psychologues ou des services sociaux. Parce qu'il y a une bienveillance qui, là, va exister et n'existe pas en général dans la société vis-à-vis des consommateurs. Donc là, je pourrais, on ne va pas me regarder de travers si je consomme, etc. Donc tout ça va effectivement jouer pour que ces consommateurs reprennent confiance dans la société, ce que beaucoup ont perdu depuis longtemps, et c'est très important. Elles ont un bilan contesté, ces salles de consommation. On entend souvent dans le débat politique dire non, ça ne marche pas, ça sert de produits d'appel, finalement il ne faut pas que la police contrôle et finalement ça fait l'affaire des trafiquants. Votre point de vue à vous là-dessus? Mais il y a eu beaucoup d'études avant de les autoriser en Belgique, vous imaginez, et ces études sont plutôt favorables, sont plutôt positives en fait en termes de réinsertion. Alors évidemment, ce n'est pas le point de vue du riverain qui a une salle comme ça dans son quartier, mais en termes global pour la santé, ça n'amène ni nuisance, plutôt de la réinsertion, certainement un grand avantage santé physique et certainement psychique aussi pour les consommateurs. Donc elles ont un bilan partout en Europe où elles se sont développées, parce que la Belgique était plutôt à la traîne à ce niveau-là, fort positif. Oui, alors je vais me tourner vers Michael Hoge, bilan donc plutôt positif. Est-ce qu'à Bruxelles aujourd'hui, notre problème c'est Anvers? Est-ce qu'effectivement on sait que Anvers c'est une entrée du trafic de drogue au niveau européen? Si j'ai bien compris, et vous me contredisez si je dis une bêtise, la drogue arrive à Anvers. Il y a une sorte de phénomène de hub de répartition à Bruxelles où on la conditionne et parfois on la traite et on l'envoie vers le reste de l'Europe. Et donc du coup, c'est ce qui explique qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de drogue sur le marché bruxellois. Correct ou pas correct? C'est un élément, en tout cas, qui l'explique effectivement. Le port d'Anvers, par sa situation, sa superficie aussi, rend très difficile les contrôles. C'est plus de 125 km² de superficie, ce port, avec énormément de routes, de ramifications qui font qu'on ne sait pas tout contrôler assurément. 110 tonnes saisies l'an dernier, notamment dans les importations de fruits et légumes. Ça veut dire que si on fait x10, ça fait
11 000 tonnes probablement qui ont transité par le port d'Anvers. Bruxelles, c'est une plaque tournante. On emploie beaucoup cette expression, mais c'est vrai ou pas? C'est une des plaques tournantes, une des plaques qui permet de faire introduire sur le continent européen la cocaïne, parce que c'est essentiellement la cocaïne et un peu des médicaments contrefaits qui rentrent par cette voie-là, alors que l'héroïne emprunte plutôt des voies terrestres. Maintenant, le cannabis, il est plutôt soit produit sur le territoire ou aux Pays-Bas, soit importé d'Afrique du Nord. Ouais. Comment se fait-il qu'on ait l'impression que la toxicomanie est plus visible et surtout que le trafic de drogue il est devenu aujourd'hui plus violent qu'avant? Est-ce que c'est juste une impression, une focalisation médiatique? Est-ce que c'est la fermeture de certains lieux qui font qu'il y a eu plus de trafic en rue, notamment pendant la période Covid? Comment on explique ce phénomène? Antoine Boucher. Je ne sais pas exactement, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des sommes faramineuses qui sont en jeu et qu'il faut contrôler ces sommes-là. Et que, donc ce sont des combats de gangs pour contrôler, un peu comme des multinationales qui se battent pour un marché légal cette fois-ci. Mais étant dans l'illégalité, forcément, tous les coups sont permis, si je puis dire comme ça. Et vu les sommes, il y a... C'est à relier aussi à la précarité générale que vivent des pauvres gens et qui sont prêts à mettre leur vie davantage peut-être en jeu pour faire partie de ces gangs, comme on dit. Donc il y a une plus grande malléabilité, on va dire, du personnel qui va peut-être, peut-être qu'avant, on disait non, moi, je ne vais pas risquer ma vie pour cette affaire-là, alors que maintenant, c'est peut-être une condition dès 15 ans, voilà. Ouais. Mais... Effectivement, c'était prévisible. Il y a des revues de littérature qui montrent qu'il y a des liens entre l'augmentation des moyens répressifs et le durcissement de la loi et l'augmentation de la criminalité et de la violence liée à la drogue. C'était prévisible. On s'attendait à ce que ça augmente, lié au renforcement des mesures, des mesures de contrôle et de répression. Ça veut dire que la voie répressive n'est pas la bonne? En tout cas, ce n'est pas la seule qu'on doit suivre? Effectivement, plus s'il y a de répression, plus ça va obliger les trafiquants à se professionnaliser. Les petits trafiquants vont disparaître du marché, les plus grands sont prêts à mettre tous les moyens nécessaires pour s'emparer des marchés. Et donc, ça explique pourquoi il y a autant de violence. Et assurément, il faut changer notre fusil d'épaule au niveau législatif pour essayer de endiguer, parce qu'on n'arrivera pas à supprimer la consommation de drogue. Elle est présente dans toutes les sociétés. Maintenant, il faut essayer de faire en sorte que les consommations soient le moins nocives pour les individus. Et ce n'est pas en criminalisant et les usages et en rendant accessibles des produits qui sont de qualité douteuse qu'on y parviendra. Merci Michael Hodge, donc de Eurotox, laboratoire de suivi socio-épidémiologique de la consommation de drogue, et Antoine Boucher de l'ASBL Infordrogue. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Demain, on parlera des institutions francophones dans Plus d'actu. Comment et pourquoi faudrait-il réformer la Fédération Wallonie-Bruxelles? Comment transférer ses compétences en région bruxelloise? Ce sera demain à 17h. Demain matin, dans notre matinale, on en reparlera aussi avec Barbara Track, qui est la présidente de la COCOF. Elle sera notre invitée à 7h50. Et à 8h15, on recevra Sven Gatz, le ministre bruxellois du budget. Et on terminera demain matin avec l'ambassadeur d'Arménie pour faire le point sur ce qui se passe au Nagorno-Karabakh. Continuez à bien vous informer et à demain.